Depuis quand fait-on une distinction entre le goût et le manger? En fait, depuis tout le temps. Je pense que à Ève qui attrape la pomme, il y avait un goût, mais qui n'était peut-être pas forcément le goût de la pomme, mais de la transgression ou quelque chose comme ça. Donc le goût, c'est voilà. Donc le goût, c'est quelque chose qui, c'est un mot qui, bon, scientifique qui désigne évidemment ce qu'on apprend par la bouche, mais plus généralement, c'est quand même aller vers quelque chose. Et ça, c'est humain. Le goût de manger, nous l'avons plusieurs fois par jour. Alors, comme tu l'as dit, en Europe, on est plutôt sur 3 fois par jour. On a encore un peu cette idée de repas, etc. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a plus de goût, justement, puisque les gens se baladent avec leur nourriture. Mes étudiants américains, quand je leur demande d'ouvrir leur sac, voilà, pour regarder ce qu'il y a dedans, pas les choses privées, mais est-ce que vous avez de la nourriture? Ils ont tous de la nourriture. Ils ont tous un liquide, même quand il pleut et que il y a la machine à café à côté de l'amphi, donc ils ont de l'eau, hein, parce que aussi il y a de l'eau. Et puis ils ont du solide, du salé, du sucré, tout ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, ce goût, c'est vraiment quelque chose qui a été complètement construit, hein, en l'occurrence par l'industrie, qui a été exploité. En fait, moi je suis géographe, donc si vous voulez, j'ai plutôt travaillé, pas tant sur le latin et tout ça, que sur les manières de manger dans le monde. Voilà. Alors, un jour, il y avait un ministre de l'Agriculture chinois qui me disait « Mais qu'est-ce que c'est que la géographie culturelle de l'alimentation ?» Parce que j'avais été présenté comme ça. Et je lui dis, j'étais un peu emmerdé parce que expliquer ça, vous savez, j'ai pas le temps de vous expliquer ça. Et en fait, il me vient une idée, c'est par exemple expliquer, savoir pourquoi la moitié de l'humanité mange avec des baguettes et l'autre moitié avec des fourchettes. Ah mais oui, expliquez-moi. Non, je ne peux pas vous expliquer, mais voilà, donc moi je travaille là-dessus. Et donc quand vous allez me dire manger, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est un petit peu dans le monde comment ça marche et comment nous sommes ici à Paris, sur l'île de Roi, en train de pratiquer quelque chose qui est quand même très, très localisé. Alors pour ça, en fait, on a eu une expérience intéressante il y a quelques années. Vous savez que la Sorbonne a vendu une partie de son âme aux Bédouins d'Abu Dhabi. Et donc, on a une grande salle à manger qui est destinée à accueillir 2000 personnes. Pour l'instant, il y en a 1000. Et un jour, le chef là-bas me dit « Mais est-ce qu'on pourrait imaginer une salle à manger qui tiendrait compte de tout ce que les gens aimeraient trouver ici, sachant qu'il y a des Africains, des Asiatiques, etc. » Alors, je lui ai dit « C'est très simple, on va les laisser s'installer où ils veulent en mettant des chaises, des canapés, des tapis, etc. » Bon. Et on s'est aperçu que, en gros, tous les Africains et les Indiens mangeaient sur les tapis. Alors, ils avaient bien sûr leur assiette qu'ils avaient été chercher au self, mais après, quand on a fait l'enquête avec eux, ils disaient non, mais nous, on a l'habitude de se mettre ensemble, en cercle, autour d'un plat qui est collectif, dans lequel on mange quelque chose, voilà. Et puis quand on mange, on ne fait rien d'autre. On ne va pas écouter la radio en même temps, on est dans un truc, et puis quand on est assis sur un tapis, on est un peu piégé par le truc, et donc on reste là. Alors ensuite, on a découvert qu'il y avait des gens qui mangeaient sur des canapés.
canapé, table basse, vous voyez. Et là, on avait tous les maghrébins. Les maghrébins, donc, qui sont un peu comme ça, et puis qui ont des tables basses avec des loukoums, avec des trucs, vous voyez, qui sont faits pour que ça ne coule pas sur les habits. Hein, donc c'est de la nourriture qui a été apprêtée justement pour être mangée sans couvert, sans assiette, sans rien, comme ça. Voilà, et puis en fait, quand on s'est rendu compte d'ailleurs que quand certains n'étaient pas très nombreux dans leur canapé, ils avaient un peu tendance à s'allonger. Et finalement, on s'est rendu compte que en fait, le canapé, c'est le lit des Romains. C'est en fait un endroit où les gens mangent allongés et on retrouve, alors ça a été un peu abandonné, hein, mais on retrouve ça par exemple avec nos étudiants, nos jeunes, si vous avez des adolescents chez vous, avec l'ordinateur portable en général, ils traînent au lit souvent hein, et ils amènent dans le lit de la bouffe, tout ça, enfin bon, ils ont un peu tendance à revivre comme des Romains. Après, on monte un peu plus haut, vous avez des gens, donc là ça ressemblait à peu près à 40% des gens qui mangent à table. Voilà. Alors, à table, qu'est-ce que c'est que la table et comment on est arrivé à manger à table? En fait, bon, je vous passe un peu les détails parce qu'on a quand même beaucoup travaillé là-dessus, mais pour vous expliquer, je vais faire exactement, vous raconter ce qui est arrivé à mes étudiants que j'ai emmenés un jour à Notre-Dame de Paris en leur disant, voilà, ils étaient 22, de toutes les nationalités, vous allez me dire si vous trouvez une table dans cette cathédrale. Et on se retrouve dans 10 minutes au pied de la rosace. Et alors, 10 minutes après, il me dit, non monsieur, il n'y a pas de table ici. Il n'y a pas de table. Et puis, il y a quand même une fille qui dit, non, il n'y a pas de table, mais il y a une caisse là, et qui me désigne l'hôtel. Alors, une caisse, et puis alors, il y a une chinoise qui dit, non, c'est pas une caisse, j'ai été au Louvre hier, je dirais un sarcophage. Ah, je dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors donc, vous voyez, je passe un peu les détails, j'explique qu'il y a un tombeau, qu'effectivement, et que de la tombe à la table, en fait, on a le même objet. Et mais comment vous pouvez faire le lien? Et là, je leur raconte que quand j'ai eu l'occasion d'aller en Géorgie il y a une dizaine d'années, voir la veuve d'un collègue, tu sais, les Géorgiens, ce sont des gens qui font des grands repas, un peu comme à l'époque du Christ encore. C'est quelque chose d'assez merveilleux. Si un jour vous voulez comprendre ce que c'est que la table dans l'Antiquité, vous allez en Géorgie. Et donc là, on va voir la veuve d'un de nos collègues qui était décédé, puis on dit on vient vous voir parce que Georges, on aimait beaucoup, etc. Et mais ça tombe bien, nous allons manger avec lui. Et Georges, il est mort il y a 2 ans, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous sortir du congélateur. En fait, nous allons au cimetière. Nous allons au cimetière et sur la tombe de Georges, c'est-à-dire sur sa tombe haute comme une table, elle met une nappe blanche sur laquelle elle met des verres et puis elle amène une jarre, un petit jarre, et elle va verser et elle va verre comme ça. Des verres comme ça. Voilà. Et donc nous voilà sur la tombe de Georges en train de lui parler. Ah, rappelle-toi les conneries que nous faisions ensemble, etc. Et on boit à la santé, etc. Et donc, finalement, vous voyez, je passe vite, mais finalement, on a pu comprendre que la table rectangulaire, qui est exactement comme celle-ci, hein, c'est la tombe. Ça, c'est la forme du corps humain, c'est le cercueil. Hein, et donc, toute cette histoire de la table, c'est l'histoire de quelque chose sur lequel on a fait un sacrifice, des animaux, etc., sur lequel on mange des animaux et des plantes qui ont été tués pour prendre la vie, et sur lequel on va célébrer quelque chose on a quand même un peu besoin d'un adjuvant pour être un peu décoincé, qui est le vin. Voilà. Et en fait, vous voyez, le vin, c'est pour ça que j'aime bien ce verre, le vin que vous buvez dans un verre à pied, c'est du vin dans un calice de prêtre. D'accord? Donc la table, c'est pour ça que la table chez nous, c'est très important, parce que c'est religieux au sens propre du terme, c'est-à-dire à la fois qui nous relie les uns aux autres, bien sûr, mais qui nous relie à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui arrivent. Parce que si vous allez sur le portail nord de Notre-Dame de Paris, vous verrez qu'il y a la représentation de la nativité du Christ avant Saint François qui met des animaux pour faire un peu écolo. Et on met, en fait, c'est un bébé qui est sur des langes, qui est posé sur une nappe blanche. Et qui est là pour rappeler la filiation qu'il y a entre ce bébé et l'ancêtre qui est là.
Et la nappe, après on a travaillé un peu sur la nappe. La nappe blanche en Géorgie, c'est le rappel du drap dans lequel est enveloppé Georges, et la nappe blanche de la table du portail nord de Notre-Dame de Paris, c'est le rappel du drap dans lequel est né le bébé. Donc vous voyez, la nappe blanche, c'est ça. Comment? Et c'est là qu'on creuse sa tombe avec sa planche. Ah oui, c'est ça. Ah, voilà, vous voyez, c'est le... Alors, donc vous voyez, la table, c'est ça. Hein, je termine la table. Pour nous, si vous voulez, c'est quelque chose de religieux qui exprime justement ce côté quasiment sacré de cet instant au cours duquel nous célébrons nos relations, et en lien évidemment avec les absents, hein, parce que vous savez qu'à table, il y a une des choses qu'on fait beaucoup, c'est de parler des absents en particulier, pour pas forcément dire des biens, mais ça c'est aussi autre chose. Et puis après, il y a des gens qui mangent debout. Donc, dans notre schéma américain, à Abu Dhabi, ben, évidemment, ceux qui mangent debout, ce sont les Américains. Alors ceux-là, ils sont assis accoudés à un bar. Quand vous êtes accoudé à un bar, vous n'avez qu'une main, une pour boire. Aujourd'hui c'est le téléphone, mais quand c'est pas le téléphone, c'est la main dans laquelle vous allez piocher de la bouffe, vous voyez. Donc il n'y a plus de couvert. Il n'y a pas de couvert chez les Américains. Tout est fait pour manger avec les doigts, vous voyez. Et vous remarquerez que si vous êtes attentif, quand dans les beaux jours, il y aura une terrasse, surtout dans les quartiers touristiques à Paris, vous verrez que les touristes américains sont très très facilement reconnaissables, non pas par la langue, mais par le fait qu'ils mangent qu'avec une main. Ils mangent avec une fourchette, et ils ont la main gauche sur la cuisse, et puis la main droite, ils piochent. C'est pour ça qu'ils bouffent des lasagnes et des choses qui sont molles, parce qu'ils n'utilisent pas le couteau. Et un jour, j'ai voulu tester ça chez une collègue qui est à Columbia, alors qui est vraiment à l'université de New York, pour voir si vraiment elle mangeait qu'avec une main. Et donc, on avait fait un menu spécial à la maison avec une salade frisée. Non, elle va être obligée de la... Alors, elle s'en est mis un peu partout, mais bon, on avait quand même un petit peu coupé. Mais elle a pioché comme ça, et elle dit excusez-moi, bon, voilà. Et puis après, il y avait de la viande bien dure. Alors là, évidemment, elle a coupé sa viande, mais elle a tout coupé. Après, elle a posé le couteau, et puis après, elle a pioché dans sa viande, comme ça, comme les gamins, et comme évidemment, j'avais absolument pas appris à mes enfants. Et puis, à la fin du repas, puis une tarte aux pommes, enfin, vous voyez, tout était fait pour... bon. Et on lui dit, Madame Priscilla, on a une question un peu gênante à vous poser. Vous pouvez nous expliquer pourquoi les Américains mangent qu'avec une main? Alors elle a dit, ah oui, bon, en fait, elle a un peu réalisé, bon. Et elle m'a expliqué, elle nous a expliqué qu'en fait, quand ils sont enfants, vous voyez, on leur apprend à manger en toutes circonstances. Debout, dans la rue, vous voyez, et accoudés, et avec des nourritures qui sont quasiment prêtes. C'est pour ça que quand ils font de la cuisine, en fait, c'est pas de la cuisine, c'est de l'assemblage. Vous voyez, avec des choses qui ont été apprêtées. Vous voyez. Et en fait, quand vous prenez ces 4 manières de manger, vous apercevez que, assis par terre sur le canapé debout ou à table, vous avez en fait 4 manières de penser l'aliment. Chez les Américains, l'aliment est un produit marchand banal. Voilà, ça ressemble, c'est comme un livre, c'est un objet. La bouffe, c'est un objet. Chez nous, c'est quelque chose de complètement religieux, sacré, on y tient. Quand le PDG de McDo me dit, mais McDo Europe, il me dit, mais comment pouvez-vous m'expliquer pourquoi 78% des Français sont à table à 13h? Alors j'ai dit, mais mon pauvre monsieur, ils font la messe, je lui dis comme ça. Alors, ils comprennent rien, ils s'élèvent à la messe. Alors, j'ai dit, mais venez, j'ai pris des photos, regardez, ils boivent du vin dans des coupes, ils ne prennent pas dans des trucs en plastique, ils ont des couverts, ils font le sacrifice d'Abraham, voilà, avec la viande, c'est quelque chose de sérieux. Et puis, ensemble, ils refont le monde. Vous voyez? Et c'est important de bien comprendre que, en fait, quand on dit manger, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. C'est qu'en fait, chaque société y met vraiment des choses très différentes. Et justement, je crois que le mot, même quand on dit, vous savez, l'Amérique est en train de gagner, etc., le fast-food, le snacking, tout ça, ça se développe. Tout ce qu'on va dire sur l'agriculture européenne, sur le retour de... tout ça montre que c'est pas vrai.
Et c'est pas vrai. Et que quelque part, si nous devons un jour, moi j'ai écrit ça, que nous devons un jour sur l'autoroute à 3h du matin nous contenter d'un sandwich infâme, qui est à côté d'un bidon d'huile dans une station d'essence, mais sur lequel nous nous jetons parce que nous avons faim et que nous n'avons que ça ne veut pas dire que, un, nous acceptons ce système, bien sûr, et puis que deux, évidemment, nous l'aimons au moment où nous le mangeons parce que nous avons faim. Mais il ne veut rien dire de notre aspiration profonde à l'alimentation. Du goût. Voilà, Ça d'accord. veut rien dire sur le goût. C'est un Alors, qui est culturel. c'est culturel, voilà. Et alors, il y a une autre dimension dans ce que tu as dit à propos c'est qu'en fait, le goût, c'est quelque chose aussi qui se transmet. Voilà, il y a vraiment autour de la table quelque chose qui est l'éducation et qui a culminé au XIXe siècle chez les bourgeois lorsqu'on mettait les enfants autour de la table et qu'on leur demandait d'écouter. Enfin bon, on les éduquait. Tiens-toi droit, papa la bouche pleine. Moi j'ai une grand-mère qui m'a expliqué que jusqu'à 18 ans, quand elle était enfant, elle n'a jamais parlé à table. Et que la seule fois où elle a demandé à son père, elle a posé à son père une question, c'était le jour de sa communion, vous voyez, et son père lui a répondu « Est-ce qu'on t'a sifflé ?» Est-ce qu'on t'a sifflé? Et ça a été la femme la plus joyeuse de sa vie, vous voyez, il n'y a pas eu de violence, rien du tout, mais c'est pour vous dire que, chez nous, la table, c'est encore, si on le fait correctement, c'est encore quelque chose qui peut éduquer, qui peut vouloir dire des choses. Voilà un peu le panorama, parce que je crois que c'est important, parce que après, quand on dira la nourriture industrielle, ça, oui, bien sûr. Et alors, elle est adaptée au fait que nous circulons beaucoup comme des Américains, nous nous étalons dans des banlieues comme eux, donc forcément, nous adoptons une partie de leur manière de manger. Et c'est pratique quand on est dans un aéroport d'avoir quelque chose qui est américain et pas. Oui. Mais j'ai fait il n'y a pas longtemps un exposé devant des chambres d'agriculture, vous voyez, de Franche-Comté. Voilà, et il me disait, mais non, votre truc, c'est pas possible. Alors j'ai dit, écoutez, j'avais donné comme instruction pour le repas, j'avais dit, voilà, en fait, nous allons faire un repas de veau, mais avec de la saucisse, des lentilles, enfin des trucs vraiment, vous voyez. Alors ils étaient là, avec leur assiette, vous voyez, avec le verre au bout de l'assiette, vous voyez, j'imagine, avec des couverts. Parce qu'il fallait piocher dans l'assiette, vous voyez. Il y a eu de la casse, et c'était absolument incroyable. C'était vraiment, on a filmé ça, vous voyez, pour se rendre compte que, en fait, c'est la nourriture, vous voyez, le format de la nourriture qui impose la manière de manger et qui culturellement exprime que, bon, en fait, quand on mange, on est d'abord dans un environnement culturel qui est quand même très codé. Et alors, tu parlais tout à l'heure du nombre de repas par jour, tu dis en France il y en a 3, puis tu n'as pas Voilà. sur le dos. Oui. Mais ça se généralise à l'échelle mondiale quand même. Alors, en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, par exemple, je vais simplement prendre la France et l'Italie. Si vous allez en Italie, ceux d'entre vous qui connaissent l'Italie savent que en Italie, par exemple, les gens ne prennent pas de petit déjeuner. Ils prennent un petit café, un ristretto, vous voyez. Et puis ceux qui ont très faim, à 10h30, 11h, ils vont dans un bistrot, ils prennent une pâtisserie. C'est intéressant. Donc là, il n'y a pas de petit déjeuner en fait, dans les classes urbaines. Après, je ne sais pas si je sais, mais en gros, il n'y a pas de petit déjeuner. Mais il y a ce café qui est le côté social, d'accord ? Et en fait, qui correspond à quelque chose de très bien, qui était que jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle même, en fait, l'humanité, chez nous, entre autres, ne mangeait que 2 fois par jour, pas 3 fois. Il y avait eu un repas qui avait lieu 4 heures après le lever, et puis il y avait un repas qui avait lieu 6 heures après le premier repas. Puis après, c'était tout. Après, il n'y avait pas d'électricité, les gens se couchaient, et, voilà. Et donc c'était comme ça. Donc en gros, on est plutôt formaté sur 2 repas. Donc ce qui a fait que on en a pris 3, c'est qu'en Italie, entre autres, le repas de 16 heures est passé avec le théâtre, avec les lumières, avec tout ce qu'on veut, vers 20h, 21h, qui a décalé le repas du matin vers le midi et qui a libéré quelque chose le matin qui était justement le petit déjeuner qu'on a inventé au XVIIIe siècle avec le thé, le café, le chocolat, qui sont des boissons tropicales qu'on a découvert à ce moment-là. D'accord ? Alors que dans l'Europe du Nord, où là il y a eu quelque chose de complètement différent, entre autres
une habitude de manger très tôt et surtout un travail à l'usine, dans les ateliers très tôt, qui a fait que les gens ont mangé, le repas de 10h a été décalé à 8h du matin. Ce repas salé, vous voyez, et c'est pour ça que dans l'Europe du Nord, on mange des haricots en sauce, voilà, de la bourse partout, des choses salées un peu particulières. Et le repas de 16h est passé à midi, là, et puis le repas du soir, en fait, c'est un petit repas. Et en fait, la raison pour laquelle les Italiens ne prennent pas de petit déjeuner, c'est parce que leur grand repas, c'est le repas du soir, c'est la cena. Hein, c'est la cena, ils l'appellent comme ça, la cena. Vous voyez? Et donc, et d'ailleurs, vous savez, quand vous mangez beaucoup le soir, souvent le lendemain matin, vous ne mangez pas grand-chose. Vous prenez un petit café, un thé, mais comme vous avez beaucoup mangé la veille, vous ne mangez pas beaucoup le matin. Alors que par exemple, les Allemands, qui ne mangent pas beaucoup l'après-midi, puis on leur dit, comme ils ont tendance à prendre de leur bon coin, parce que justement, ils boivent gras et ils boivent beaucoup de bière. Et donc, on leur dit, surtout, il ne faut pas manger le matin, le soir, mais le matin, ils crèvent la dalle. Et ils s'empiffent. Donc ce repas, cette chronologie du repas, elle est quand même très compliquée et ça peut passer d'une simple frontière à l'autre à des choses complètement différentes. On sait par exemple que les Allemands, ce qu'ils aiment le plus quand ils vont en Espagne, c'est pas on pensait que c'était la mer ou les filles. Non, en fait, c'est pas ça. C'est vivre à une horloge à l'envers. Vous voyez, c'est vraiment c'est faire la fête la nuit et dormir la journée. C'est inverser le repas, c'est transgresser les repas, c'est faire autre chose. Et c'est très important. J'ai eu une dame un jour qui m'a dit « Monsieur, je suis mariée depuis 48 ans à Alsacienne. Je suis mariée depuis 48 ans à un Basque. Et nous nous battons toujours sur l'heure du repas. Parce que lui, il veut manger à 13h et moi à midi. Comment je dois faire ?» Dis-moi rien. C'est sera jusqu'au bout. Voilà, mais calmez-vous, c'est pas grave. Mais c'est ça. Même à l'intérieur, en France, c'est ça. Mais moi qui suis, Gilles, un témoignage, qui suis de culture berbère, moi je me souviens, berbère, donc du sud du Maroc, on a 4 repas. Alors j'ai toujours été en fait très surpris parce que je suis natif de Casablanca quand on allait en voyage dans le sud pour les vacances. Donc à Casa, ville moderne, donc 3 repas à la française. Et quand j'allais dans le sud, je m'étonnais. Alors en plus à Casa, le couscous c'est que le vendredi. Et à la campagne, couscous tous les jours. Et alors, couscous tous les jours, et j'ai toujours été un peu surpris pourquoi c'est tous les jours. Alors, le premier repas commence vers le coup de 6h30, 7h du matin. Les hommes partent sur les champs, travailler. À 11h, ils reviennent. 11h, c'est le tagine. Tagine de légumes, pas de viande. Hein. Le repas de 13h, il n'y a pas de 13h, alors on décale à 15h, 15h30, et là c'est le couscous tous les jours. Et après, c'est sieste, la prière, revenir sur les champs pour l'arrosage parce qu'on arrose le soir plutôt que le jour. Et à 18h30, c'est le dîner, et puis basta, 18h30. 4 repas. Et les gens Alors, sont... vous voyez, ça c'est complètement adapté à l'agriculture. L'agriculture, complètement. Non, je crois que, en fait, quand on nous demande quelle est la meilleure solution, en fait, la solution, c'est de manger quand vous avez faim. Voilà. Et que si, même votre adolescent, s'il n'a pas faim le matin, il ne faut pas l'emmerder avec ça. Il faut juste lui mettre une pomme dans son sac, si jamais il a vraiment faim dans la matinée. Mais manger, et vous allez voir, et même vous-même, vous allez voir que normalement, si votre appétit va se caler sur vos activités, vos besoins. Le fait que vous avez marché, le fait qu'il ait fait froid, le fait que je sais pas quoi, que la veille vous avez mangé ceci, cela. Vous voyez, mais ne pensez pas qu'il doit y avoir des choses extrêmement écrites, précises, c'est absolument... Alors, c'est vrai qu'après, quand on est travailleur physique, forcément, c'est des repas différents, vous voyez. Et qui ne sont pas gras, j'ai précisé que c'était que des légumes, parce qu'on dépense aussitôt. Voilà. C'est pas... Puis après, il y a le fait que ce soit des femmes, le fait que ce soit dans des endroits où le bois est assez rare, donc on va concentrer le feu,
bon, on économise le bois. Donc vous avez comme ça des éléments qui vont faire que sur la planète, on est quand même on est sur une palette de pratiques extrêmement. Alors, on va peut-être poursuivre sur l'agriculture et l'alimentation. Tu as fait une étude de géopolitique de tout ça. Comment une agriculture se transforme-t-elle pour devenir intensive en un seul bien qui va être exporté? Et comment, du coup, évidemment, la localité est dépossédée d'une agriculture relativement diversifiée, vivrière comme on l'appelle? Alors, je vais répondre, mais je vais te dire que ça, tu pourrais le reposer à Marc Fumier, parce que donc, il va vous expliquer sur les aspects agronomiques, tout ça. Non, en revanche, je pense que je peux dire peut-être sur l'aspect géopolitique, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc l'Europe a faim, voilà, et les Américains sont là. Voilà. Et donc, en plus, il y a des Anglais, comme vous savez, donc ils apportent des solutions qui sont miracles. Voilà. Et donc, on part là-dessus, sur ce modèle. Hein, moi, Pisani m'a expliqué, j'ai dit, mais enfin, monsieur Pisani, comment avez-vous pu faire ce que vous avez fait? Alors, il a été très honnête, il m'a dit, en fait, je ne connaissais rien à l'agriculture, à l'alimentation, je me suis simplement fié à l'INRA. Edgar Pisani, tout le monde sait qui c'est. Oui, Edgar Pisani, c'est celui qui a fait, vous voyez. Et donc, on était avec des gens qui ont souffert d'avoir faim. Parce que nous, on se rend pas compte parce qu'on a vécu dans l'abondance et on est une petite tribu sur la planète à vivre dans l'abondance et à avoir des comportements qui sont très différents des autres. Quand vous vivez dans l'insécurité alimentaire, c'est à ce moment-là qu'il y a le jeûne, par exemple. Bon, on va théoriser ça avec les religions et tout ça. Et donc voilà, nous, on est parti sur quelque chose qui était il faut produire. Il y a le président de Paris 4, Pitt, qui est un type que j'aime bien par ailleurs, mais alors lui, c'est absolument le productivisme. Il dit mais il faut produire. Je dis mais pourquoi tu dis ça? Alors que, vous voyez, il a une maison en Bourgogne, mais comme dans le village de Bourgogne, il y a qu'un supermarché et que lui, il veut de la bonne bouffe, il fait ses courses à Robert, à Paris, et puis il prend le train après. Et puis après, il prêche le productivisme. Vous voyez. Alors il dit oui, mais c'est parce que. Je dis, non, mais c'est parce que quoi? Ben, va acheter des danettes dans ton village. Ben non, vous voyez. Donc, alors, j'ai dit pourquoi tu veux produire? Ben, parce que j'ai eu faim. J'ai eu faim. Vous voyez. Donc, je pense que toute la pensée aujourd'hui sur l'alimentation, la qualité, tout ça, bon, bien sûr, il y a la santé, il y a des effets objectifs, mais il y a aussi le fait que nous avons une génération qui n'a pas eu faim et qui peut penser autrement. Hein, et qui va penser autrement, qui va nous aider à faire autre chose. Et je crois que toute cette industrialisation de l'agriculture, c'est ce qui touche tous les secteurs, du tourisme, du machin, enfin tout est industriel aujourd'hui, il faut que ça marche bien, et l'agriculture, voilà, ça a été... parlons d'exportation, hein, bien sûr que nous exportons, mais pour quel profit pour les populations qui reçoivent, soit à qui on donne, soit à qui on vend, hein, à qui on contraint par des contrats d'acheter des produits qui ne leur sont pas adaptés. Bon, moi je pense que exporter des produits agricoles en dehors des céréales et ce qu'on appelle des commodités, c'est criminel. Pour moi, c'est pas parce que le jour où vous entendrez des paysans en Afrique dire nous en avons marre de vos surplus, nous avons marre de tout ce que vous nous apportez, qui en plus c'est de la merde. Hein. En plus, vous commencez à arrêter les pesticides, mais maintenant c'est nous qui avons les multinationales qui viennent nous emmerder, comme elles nous ont emmerdés pour le tabac, hein, puisque le tabagisme s'est déplacé dans les pays pauvres. Donc il faut savoir que nous avons quand même, là, nous exportons nos cochonneries. Donc je crois que vous avez raison sur cet aspect. L'idée de dire ah, mais la France est devenue un grand pays agricole et peut être exportatrice. Je pense que c'est peut-être une bonne idée, mais c'est quand même de voir, parce que c'est la nourriture, c'est pas n'importe quoi. C'est de voir quel impact ça a dans les pays où on exporte. Vous voyez. Et alors si on exporte en Algérie du blé parce qu'on en a trop et parce que les Algériens n'en ont pas et qu'ils ont besoin de blé pour leur couscous, pourquoi pas? Ça c'est pas, à la limite c'est pas grave. Mais exporter le reste, je peux vous dire que si vous avez entendu des paysans au Sénégal ou n'importe
partout, hein, ou même au Congo, vous dire, mais vous savez, nous ne pouvons pas produire parce que nous sommes en concurrence avec des produits qui sont donnés par l'UNICEF, par tous ces villages d'ONG. Dès que vous avez une ville de 40 000 habitants, vous avez toujours un village avec 3-4 ONG. Hein, et là, je peux vous dire que ça fait des dégâts. Hein, donc vous voyez cet aspect-là. Alors après, les machines agricoles, c'est encore un autre problème. Bon, bien sûr qu'il faut mécaniser. Est-ce que ça a été une bonne chose de déménager toute la population des campagnes vers les villes? Je ne sais pas. Hein, de toute façon, on a fait. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour avoir entendu mes parents parler du tracteur, voir arriver le tracteur à la campagne, c'est pas aussi simple que ça. J'ai un cousin qui vend des machines agricoles, et en l'occurrence dans le Jura, qui est une région très très riche parce que le lait, les fromages de qualité est très bien payé. Donc il me dit, vous savez, je vends des machines qui ne sont pas utiles. Je vends et sur le plan symbolique, essayez d'imaginer ce que c'est qu'un tracteur, un paysan sur son tracteur. Je vais vous donner une chose qui est arrivée chez moi. Un jour, un marchand de machines agricoles qui vient voir mon père plusieurs fois, et qui lui dit, monsieur, il faut acheter un tracteur, un beau tracteur, là, vous en avez un qui est rouillé, vous avez la honte. Il dit, non, mais moi, ça me suffit, mais c'est un tracteur. Alors, pensant lui donner des stockades, vous voyez, il dit, votre frère, là, lui, il a acheté un beau tracteur. Et à ce moment-là, mon père se retourne vers moi, me fait un clin d'œil, et il dit au type, vous savez pourquoi il a acheté un beau tracteur, mon frère? Parce qu'il a une petite bite. Le type s'est senti humilié. Il est parti là. Il n'a pas révélé des choses personnelles. Non, alors après, j'ai dit à mon père, est-ce que oncle Jean, il a une petite bite? Je ne sais rien. Mais je voulais vraiment moucher ce type. Tu vois comme il faut les trucs. Et bien du coup, j'ai réalisé ce jour-là, je n'ai pas pu m'empêcher de voir tous les paysans sur le tracteur et oui, voilà. Et je me suis aperçu même que après on fait une enquête dans le village. Ah ben il y a un tel à Henri, c'est vrai qu'on sait qu'il est un peu prétentieux et c'est celui-là qui a une DS, il a une voiture une DS. On apprend comme ça plein de choses. Et mon cousin qui vend des tracteurs, il me dit je cherche alors j'ai dit tu cherches des petites bites? Il me dit oui mais mentalement même, hein. C'est des bites mentales, mais j'en trouve toujours. Dès que j'ai quelqu'un d'un peu complexé, je peux lui vendre quelque chose. Donc vous voyez la dimension. Ah bah oui. Donc vous voyez la dimension symbolique. C'est extrêmement important. Dans une petite communauté, dans un village, et avoir le plus beau truc, le plus beau machin quand vous êtes complexé. Quand vous êtes, je sais pas quoi, votre chien vous a fait peur, quand vous étiez gamin, moi j'en sais rien. Voilà, les portables, les drones, tout ce que vous voulez, voilà. Donc la mécanisation de l'agriculture, vous voyez, sur ce plan-là, humainement, c'est quelque chose qui est quand même très particulier. On n'en parle pas, de ça. Mais je peux vous dire que c'est très dévastateur. Par exemple, un paysan qui aime plus son tracteur que sa femme, qui aime plus son tracteur que sa ferme, que ses animaux, parce qu'il est là, il est hors sol, sur sa machine, et il fait du bruit, et il en montre, vous voyez, et voilà, et plus il est con, plus il a un gros tracteur, c'est quand même quelque chose sur lequel il faudrait un jour travailler. L'Espagne a été transformée en verger industriel. Hein. D'accord, le sud de l'Espagne, hein, avec des gens qui travaillent dans ce verger, qui ont été des Marocains et qui sont des Africains, c'est-à-dire des esclaves. Hein, il faut dire esclaves, exactement comme à Rome. Hein, il faut les voir pour voir ce que c'est. C'est comme en Pologne ou en Roumanie. Hein, ce sont des esclaves. Donc vous avez de la nourriture qui vient d'Espagne, qui est faite par des esclaves africains. Voilà. Alors après, l'autre côté Écosse, Pays-Bas, là on est dans des serres, on est dans quelque chose de complètement technique, là, où on fait avec de l'hydroponie, des fruits complètement calibrés, etc. Bon, là on est dans quelque chose qui est complètement différent, qui est complètement capitaliste, voilà, et qui fait que ces petites tomates cerises dans un emballage en plastique, vous allez les payer cher, mais vous ne regardez même pas le prix pour le coup, parce que c'est pour l'apéro, vous en avez besoin, que c'est à côté de la caisse, enfin, je ne vais pas tous les détails, mais vous voyez, je crois que c'est la vraie question. Hein, c'est aujourd'hui, est-ce que nous
nous avons la capacité à reconvertir une partie de notre agriculture sans aller passer. Parce que les gens qui vous accusent, qui disent « Ah oui, tu veux refaire l'agriculture à la bougie ». Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas du tout ça. J'ai un cousin, moi, qui a repris une ferme, mais qui a dit « Je ne veux pas faire comme mon père ». C'est lui qui avait le gros tracteur. Mais je vais faire comme mon grand-père. Voilà. Et il fait 35 hectares, voilà, de la qualité, etc. Il dit c'est cher, et il a très bien compris que quand c'est cher, c'est bien, parce que ça signe son travail, voilà, et il fait des choses de qualité et il sait les vendre, voilà, il s'arrange pour les vendre. Il ne donne pas ça à la grande distribution. La grande distribution, elle ne peut pas vendre de la qualité, c'est pas possible. Ce qu'elle vend, c'est du volume. Hein, donc ça veut dire des circuits commerciaux, et puis ça veut dire des gens qui sont conscients de ça. Moi, par exemple, j'avais une femme lyonnaise qui n'avait jamais mis les pieds dans un jardin. Et on va au marché, les légumes sont toujours chers, tout le temps. Depuis 30 ans, je retrouve toujours les légumes, c'est cher. Je dis, mais ma cocotte, est-ce que tu as déjà travaillé dans un jardin? Est-ce que tu essaies de comprendre que cette courgette-là, est-ce que tu imagines le prix, le nombre de manipulations, tout ça? Mais non, elle ne fait pas. Donc en fait, il y a tout un travail à refaire pour essayer de repenser le juste prix, voyez, et puis surtout de se désintoxiquer de la grande distribution. On a écrit avec nos étudiants une fable qui s'appelle la fable de l'échalote. Vous savez, c'est un truc très simple, vous décidez de faire un lapin à la moutarde, vous avez besoin de 2 échalotes et deux échalotes. Vous avez le bio, qui va vous vendre 2 échalotes pour 40 centimes d'euros, voyez, et puis vous avez le supermarché, c'est beaucoup moins cher au kilo, sur 100 grammes au kilo, mais qui va vous vendre un filet d'échalotes. Hein, donc vous êtes là dans la vente forcée. Alors vous achetez le filet d'échalotes parce que vous dites ah bah oui c'est bien, etc. Et puis c'est moins cher. En fait non, c'est pas moins cher parce que le filet d'échalotes il est à 1,70 €, il n'est pas à 40 centimes. Vous arrivez, vous faites votre lapin, et puis une semaine après, les échalotes qui sont restées, qu'on vous a forcé à acheter, vous êtes obligé de les jeter parce qu'elles ont séché. Et du coup, vous avez perdu l'argent et on vous a contraint au gaspillage parce que vous êtes obligé de jeter des choses que vous avez achetées. Mais pour faire un raisonnement comme ça, oui, pour dire je n'achète que ce dont j'ai besoin à un prix qui est pas au kilo, au 100 grammes, je sais pas quoi, mais ça demande une éducation terrible. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Et c'est ça qu'il faut qu'on refasse. C'est d'abord rappeler que, en tout cas les légumes, mais aussi l'élevage, que c'est du travail, que c'est des soins, que c'est des choses très, très, très compliquées, que c'est pas payé correctement. Et puis ensuite, ce qu'on achète cher, on le jette pas. On le jette pas. Et ce qu'on... voilà, parce que c'est cher, justement. Je prends un jeune couple, j'en ai suivi quelques-uns, vous voyez, jeune couple qui se marie, ils ont un enfant et alors ils vont faire les courses le samedi matin avec la bagnole. Mais ah oui, c'est le seul moment où on est, puis on aime bien, on se retrouve les 4. Alors et donc les voilà partis en bagnole et gros chariot, on remplit dedans. Puis ils ont le catalogue, vous savez, où il y a marqué en jaune, moins 1 €, vous voyez, comme ils sont fauchés, ils ont vraiment la matérialité de l'argent qu'ils peuvent gagner, mais sans savoir que quand ils arrivent au supermarché, on leur vide les poches en faisant acheter autre chose. Donc ils arrivent, ils remplissent le supermarché, le chariot, parce que vous voyez, le chariot est fait pour ça. Le coffre, et on arrive à la maison, puisqu'on ouvre le frigo, et là on jette. On réalise qu'on n'avait pas besoin de tout ça. Et on va jeter des choses en disant oui, c'est date de péremption demain, on jette, voyez, pour mettre dans le frigo ce qu'on a acheté. Et quand vous faites tout le calcul avec ces jeunes-là, vous arrivez au bilan que 60% de ce qu'ils ont dépensé pour leur nourriture peut être économisé simplement par la suppression du supermarché. Les achats plusieurs fois par semaine, oui, voilà. Et puis un véritable travail pour éviter d'acheter ce qui n'est pas prévu. Et c'est vrai que l'idée de dire avec le gain de temps, avec le surgelé, avec tout ce qu'on a fait, voyez, on va gagner du temps et on peut faire les courses 1 fois par semaine, c'est le piège.
c'est le piège. C'est une vraie réflexion sur ce qu'on va acheter, d'où ça vient et qu'on va partager. Vous voyez. Et là, c'est plus, vous voyez, c'est pas le produit alimentaire qui est une marchandise lambda qui a été formatée par l'industrie américaine pour des gens qui mangent debout. Vous voyez, c'est pour ça que je pense que c'est... Dès lors que vous êtes à table, forcément, les produits viennent du jardin, enfin, je veux dire, il y a un sens, c'est complètement différent. Et le bio, de ce point de vue-là, il joue un côté un peu sacré, retour du sacré. Hein. Et c'est peut-être pas plus mal. Vraiment, je pense que le chariot, il faut le laisser où il est. Ah, et il faut arrêter de faire des courses avec ce truc, et il faut vous dire que le distributeur qui vous a mis cet énorme objet dans les mains, hein, il est pervers, c'est vraiment pervers. Et il faut, on a eu une réunion à la mairie de Paris il y a 2 jours, vous voyez, avec par exemple les comportements des Parisiens qui justement n'ont pas de chariot, surtout qui n'ont pas souvent des ascenseurs, qui doivent porter leur nourriture, hein, qui n'ont pas de voiture. Hein. Bien, on s'est aperçu qu'ils achètent moins, forcément, vous ne pouvez pas porter. Et par exemple, quand vous habitez au 5e étage et vous ne pouvez pas porter l'eau en bouteille, vous vous dites peut-être, est-ce que j'en ai besoin? Parce que je ne peux pas la porter, vous voyez, je ne peux pas toujours, vous voyez. Donc vous allez réfléchir. Hein. Et je pense qu'il faut vraiment penser le chariot du supermarché comme un outil diabolique des distributeurs pour vous faire acheter ce genre de... Ensuite, avec l'organisation des condoms et des réseaux. Les condoms. Moi, il y a quelques années, j'avais fait une série d'études là-dessus pour mon livre Éloge de luxe, utilité de l'inutile, où je commençais vraiment par analyser l'intérieur des caddies. Et c'est tout à fait passionnant. J'avais même été à une thèse en Angleterre sur le langage des caddies, c'est-à-dire la disposition des produits dans le caddie exprimait quelque chose. Parce que une grande solitude du consommateur, et donc surtout avec une population inactive qui n'existait pas au préalable, en particulier les chômeurs, donc du coup qui traînent où dans la supérette du coin, parce qu'il n'y a pas d'autres endroits qui sont chauffés, et là évidemment le caddie devient signification. Alors c'est un langage comme un autre, mais là où tu as raison, c'est que moi je commence mon livre par une anecdote que j'avais vue en Bretagne. J'étais parti faire une conférence par des travailleurs sociaux et donc je suis invité après par, c'était que des femmes, et elles m'invitent à dîner après la conférence dans une crêperie, on s'en fait vraiment bref. Et donc là tout d'un coup il y en a une qui dit tu connais Ginette? Oui. Ah, elle m'a encore fait le coup. Alors c'est que j'ai appris que son métier à cette femme c'était de donner le budget de cette fameuse Ginette qui était très dépensière et qui avait 6 enfants avec 6 maris différents. Un cas social. Et donc l'assistante sociale, qui était vraiment bien, dit voilà, vendredi dernier, je lui donne ses 35,25 € pour la semaine, je vais au supermarché, j'avais quelques courses à faire, qui était devant moi avec 2 caddies débordants de chips, de tas de trucs dégueulasses, Ginette. Elle m'a regardé en ricanant. Alors là, du coup, elle avait raison, parce qu'elle ne pouvait faire que ça. C'était ce que tu viens de dire, c'était tout d'un coup un plaisir avec ses enfants qui couraient partout. Et puis la victoire, et c'était victoire sur la réflexion. Donc je pense que l'acte d'achat, effectivement, c'est quelque chose de très très difficile parce que, évidemment, on rêverait de sortir de la société de consommation et d'entrer dans la société de la consommation. Sauf que arriver à cette réflexion que tout ce qu'on consomme mérite une réflexion, une évaluation, etc., c'est excessivement difficile parce qu'à un moment donné, on a envie d'être à la mode, par exemple. On a envie d'essayer, de plaire, c'est d'abord de tâches comme ça. Olivier, on parlait Olivier, on parlait Gilles, est à l'Institut de la mode, ce très beau bâtiment vert installé. Et justement, il m'a demandé de faire un papier sur est-ce que le luxe avait une dimension environnementale. Et donc, en réfléchissant beaucoup et en regardant des enquêtes, j'ai répondu oui. C'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter un bagage de très grande qualité en cuir, très bien choisi, très bien cousu, très bien vieilli, etc. Et qui ensuite se patine avec vous en vieillissant et il devient de plus en plus familier au point où il devient une partie de vous-même. Et puis tout d'un coup, évidemment, je me suis aperçu qu'il y a des gens, au contraire, ils veulent changer de chaussures tous les 2 jours, changer de sac à main tous les 3 jours. Et donc la mode qui est faite pour être démodée est contraire à ce type de luxe. Attention, il y a des luxes, évidemment, qui sont ce que j'appelle l'industrie du luxe. Donc là, c'est pareil pour la logique productive.
l'extractivisme, mais l'autre qui est lié à l'artisanat de très très grande qualité, fait que vous avez raison dans le calcul à long terme, mais ce calcul à long terme, il brise un peu aussi à un moment donné l'excès, le mot luxe du reste en latin signifie excès, qu'on retrouve dans l'excès de végétation, c'est un peu qui vient l'excès, qui vient d'une frustration, qui vient d'une blessure, qui vient de quelque chose comme ça. Si tu permets, j'ai cru déceler quelque chose d'autre en fait, dans ce que dit madame. C'est-à-dire que comment en fait sur la contradiction entre la personne qui rationnellement sait que bon c'est pas, ça se fait pas, puis en même temps il a besoin de ce qu'a dit pour se montrer parce qu'il y a quelque... c'est bien ça en fait. Il y a une symbolique. Je pense que cette espèce de consommation, de la surconsommation, elle a été accompagnée notamment par un style de vie. Un style de vie, parce qu'aujourd'hui, le McDo, c'est pas là où on mange, c'est parce qu'il est accompagné d'un imaginaire, d'un style de vie et que le capitalisme l'a rendu désirable. Donc il l'a rendu comme une valeur sociétale à laquelle tout le monde peut ou doit aspirer. C'est un peu l'image du tracteur. Le gars, combien même il est convaincu que le tracteur ça lui sert à rien, il veut un tracteur. Comme on peut avoir absolument le dernier truc, le dernier machin, je sais, parce que le marketing a fait tel que c'est devenu une valeur sociale. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est une valeur, en fait, c'est une construction culturelle, une valeur, quelque part. Enfin, in fine, c'est une construction culturelle. Et donc, je pense que l'un des chantiers que ce qu'on appelle la consommation responsable doit ouvrir, c'est le chantier d'une représentation désirable de ce qu'est la porte. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé, en fait, ce champ de représentation, pour ne pas dire ce champ communicationnel, de comment on peut enlever à ce monsieur-là la question du caddie et lui dire qu'aujourd'hui, ce qui est désirable, c'est plus le caddie. C'est plus le caddie, c'est autre chose. Et je pense que cette consommation responsable, alternative, peine encore à trouver son imaginaire et sa désirabilité dans la société. Et je pense que c'est aussi une des réponses réside là-dedans, c'est de rendre les choses. Parce que souvent on dit bon bah c'est le truc pour les bobos, ou c'est le truc pour ceci, ou c'est le truc pour les militants, c'est le truc pour les niches. C'est une tension. Alors, moi je pense que quand même il va y avoir un effet de génération. C'est-à-dire que là vous parlez de quelqu'un qui a un certain âge, etc. Mais les jeunes aujourd'hui d'abord n'ont pas envie d'aller dans les supermarchés, n'ont pas plus cette envie. C'est vrai. Ils ont des fringales de consommation sur Internet. Voilà, donc ils sont dans un autre monde. Vous voyez, c'est en ce sens-là vraiment que je crois qu'on est en train de basculer vers quelque chose qui est complètement différent. Et l'élection présidentielle, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment, on sent qu'il y a un basculement qui est en train de se faire vers quelque chose qui est différent parce que les personnes âgées, les trucs qui ont vécu ça, bon ben pour eux c'est difficile. Moi je vais dans les villages où je leur dis mais arrêtez le supermarché, remettez un marché, c'est très difficile pour eux. Mais en même temps, ils l'ont vu le supermarché. Et ils savent très bien que c'est pas grand chose. Moi, quand j'ai emmené ma grand-mère le jour de ses 100 ans, je voulais l'emmener dans un supermarché, elle y allait pas, j'ai dit tu vois je vais te montrer. C'est un vrai supermarché, un beau là, regarde, il y a café grand-mère, il y a même café grand-mère, là t'as 50 paquets différents, 50 marques de café différents. Elle regarde le rayon, elle a 100 ans, elle regarde le rayon, puis elle me dit c'est bien des histoires pour pas grand chose. J'ai trouvé ça super. C'est bien des histoires pour pas grand chose. Elle dit mais ça c'est quoi, ça sert à quoi? Vous voyez, c'est exactement ça. Et après je l'ai emmené dans un restaurant japonais de sushi. Elle n'avait jamais mangé des sushis. Je lui ai dit, tu sais, ta cuisine, je pense, je le fais toujours, etc. Mais je mange aussi des sushis. Là, vous imaginez une mamie qui voit ces rouleaux là, et ces trucs, des bouchées avec des baguettes, et complètement paumé, mais cru, bien sûr, cru, oui, c'est cru, et puis on trempe dans de la sauce soja, enfin c'était, et elle est tombée des nues, elle dit, mais vous, ça existe ça? Je dis oui, ça existe, c'est même très bon et tout, vous voyez. Mais je crois qu'il y a des effets de génération. Où le gros paysan, c'est un éleveur de vaches, c'est des vaches,
pas les 1000 vaches forcément, mais, mais simplement par exemple des troupeaux de charolais, de la viande. Bon, voilà. Et puis c'est le céréalier. Voilà. Mais après, pour le maraîchage, il n'y a pas ces grosses tailles. Il y a des grosses tailles, mais assez peu. Hein. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'en fait, l'agriculture maraîchère, elle est quand même restée aussi de taille plus modeste. La deuxième chose, c'est qu'en fait, dans les villes, et en particulier à Paris, Anne Hidalgo est en train de la monter, et on est en train de monter des écoles pour former des maraîchers. Vous avez moi j'ai monté un master alimentation où j'ai des gens, des jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui disent ah ben moi je suis géographe, je voudrais travailler sur le local, je sais pas quoi, j'aime la bière, j'aime le chocolat et je voudrais travailler là-dedans mais je ne sais pas comment faire. Donc ils viennent chez nous et on les forme, on leur donne un peu l'anthropologie de l'alimentation, puis ensuite on les pousse vers leur obsession. Il y en a un qui veut par exemple travailler dans le cresson. Parce que je sais pas quoi, sa grand-mère faisait du cresson et puis il va refaire du cresson. Voilà. Donc alors on essaie de former là-dedans, de le mettre en contact avec des élus et des gens de l'agriculture qui peuvent leur donner quelques hectares pour faire ça. Donc en fait on va recréer une agriculture locale avec des petits producteurs qui vont venir des gens, des écoles d'agronomie, qui vont venir des villes, c'est plus des paysans. Vous voyez, et ces gens-là qui vont avoir leur production pays d'avance, c'est le cas des AMAP. Donc ça va prendre 30 ans. Ça va prendre 30 ans. Mais à mon avis, les céréaliers dans la Beauce, on les aura toujours. Hein. Parce que d'abord le foncier, vous savez, ça se divise pas comme ça. Hein. Il faut une révolution française pour supprimer les droits d'aînesse. Pour casser tout le foncier comme on l'a fait à la fin du 18e. Donc à mon avis, et à la limite c'est bien parce que les céréales, c'est notre sécurité alimentaire. C'est quand même les Asiatiques, ils ont le riz, les Américains ils ont le maïs et nous on a le blé. Et avec le blé on a éventuellement de quoi manger en cas de rupture, on a du pain. Hein, et tout l'arsenal juridique, technique a été fait autour de Paris pour garantir justement qu'il y ait des céréales et des choses comme ça. Donc ça, il n'y a pas de raison, simplement il faut juste leur demander de ne plus mettre des pesticides, de remettre un peu d'élevage dans la... Ça, Marc en parlera, hein, on peut remettre des vaches. Il ne faut pas que ce soit de la monoculture, sortir de la monoculture, quoi, du céréales. Mais refaire quelque chose de polyculture. Mais la polyculture a été vue comme quelque chose de complètement retardataire. Or, la polyculture, c'était l'intelligence même d'un paysan qui est devant une nature qui, par définition, est fantasque. Voilà, ne garantit pas des récoltes tout le temps, parce qu'une année vous avez des pêches, puis l'année d'après vous n'en avez plus. Et voilà. Mais vous acceptez ça parce que l'année prochaine vous savez que vous en aurez. Mais si vous êtes dans le modèle industriel, il vous faut des pêches toute l'année et ça ne marche pas. D'accord ? Donc la polyculture, c'était un système génial. Hein, qui faisait qu'on compensait par différentes cultures les choses par rapport au sol, et bien sûr, et en plus par rapport au sol, mais aussi par rapport à la sécurité alimentaire. Voilà, et ça, je crois qu'il faut qu'on y revienne. Ouais. Alors, ce ne sera pas grand-papa, mais il y aura des modalités. Famille au lycée Carnot, en seconde justement, et donc c'était un gamin dont les parents faisaient du théâtre, donc à l'agriculture il ne connaissait rien, mais il devait enseigner ça, et alors il s'est un peu emmêlé les pinceaux évidemment, mais en gros, il leur apprenait, il disait voilà, dans le nord de la planète, vous avez l'agriculture industrielle, rentable, solide, etc. Et puis, dans les pays pauvres, vous voyez, alors il montrait des photos de pays pauvres où les gens sont là à crever la dalle sur un marché. Et donc, il n'avait pas encore intégré ça parce qu'on n'a pas... on ne va pas dans la nuance, vous voyez, au niveau du collège et du lycée. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. D'abord ça va évoluer, très rapidement ça va évoluer, et puis après, je dirais, la prise de conscience qu'ont les jeunes, en tout cas moi je les vois à la fac, ils arrivent en géographie, ils ne savent pas trop quoi faire, ils aiment ça, bon. Et puis après, progressivement, ils vont vers des choses qui sont des métiers comme ça. Dans mon université, ils ont monté une AMAP.
Mais en fait, je dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est payé? Personne est fille des paysans dans cette université. Et ils ont été voir un paysan et ils se font livrer des repas, des paniers le jeudi soir, vous voyez, à 8 € dans lesquels il y a des légumes, donc ils ne savent même pas ce que c'est. Alors, donc ils m'envoient la photo par le téléphone, vous voyez, en me disant, mais c'est quoi? Je dis, c'est des côtes de bête. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai dit, allez sur marmiton.org. Et puis après, ils disent, je trouve ça génial. Vous voyez, donc il y a ça qui se passe. Il y a juste, je pourrais répondre à une petite chose. Il y a un Auvergnat un jour qui m'a dit une chose. Les Auvergnats, vous voyez ce que c'est un peu les Auvergnats en France. Il m'a dit, il y a deux manières de gagner de l'argent. Évidemment, c'est d'augmenter les salaires, de ce que tout le monde veut faire. Mais il y a une autre manière que nous pratiquons, c'est de ne pas les dépenser. Voilà. Et en fait, dans ce qu'on a parlé du caddie, de tout ça, vous voyez, c'est ça. Bien sûr qu'il ne faut pas comparer un prix Biocorp et un prix machin, parce que c'est pas la même chose, parce que le prix du riz pas cher, qui va terminer dans la gamelle du chien, parce que justement c'est pas cher, et puis économiquement, c'est-à-dire tout ce qui... Donc il faut tout refaire. Il faut tout refaire, l'éducation, c'est pas une question que de moyens, parce que moi je connais des gens à Paris qui sont vont avoir des petits salaires, mais qui sont très gourmands. Eh bien, je suis impressionné, les gens gourmands, ils se démerdent toujours pour bien manger. Voilà, ouais. Ils s'invitent chez les autres, ils font peut-être des choses. Non mais moi ce que j'ai quand même... Alors la nuance, si vous permettez, c'est que très franchement, je ne vais pas être dans le déni de cette dimension sociale, pour ne pas dire le mot, politique aussi. C'est là où il y a la limite en fait de l'action individuelle. Et c'est très bien que ces actions individuelles, faire ses courses, par exemple, prendre son panier chez les paniers de Val-de-Loire, si présents ici, que je remercie, qui nous soutiennent et à qui vous devez quand même rendre visite de temps en temps, qui sont sur, c'est une page de pub, qui sont sur le marché, enfin sur la place de l'église, enfin la place de la gare tous les mardis, mais au-delà de jeudi, non le mardi, mais au-delà de ça, il y a quand même ces actions-là, ils ont quand même une limite des actions individuelles pour quand même arriver à des revendications plus collectives du fait que, bon, il y a bien sûr la question salariale, mais pas seulement. Aujourd'hui, moi je trouve absurde, il n'y a pas d'autre mot, qu'un produit qui fait mal à la santé, à l'environnement, à la planète, tout ce qu'on peut dire, ces externalités en fait qui sont négatives, néfastes, soit moins cher, donc plus accessible à un produit qui au contraire fait des externalités. Je le sais, bon, il se trouve que je suis un élu local aussi, mais il y a des élus locaux qui se payent, que la collectivité en fait doit payer, par exemple, toute la nocivité des pesticides sur le dos en fait du contribuable. Je trouve ça juste absurde. Et c'est pour ça qu'il faudrait quand même qu'on revendique un autre système qui inverse le paradigme, parce que là, pour le coup, on marche vraiment sur la tête. Voilà, mais je crois que ça rejoint ce qu'a dit monsieur. Nous sommes dans une phase de transformation qui va demander 30 ans. Ça va demander une génération. Je pense que les bonnes choses, c'est les bonnes choses partagées. Partager le futur avec les gens là, et puis avec ce qu'on a aimé. Merci beaucoup.